donc je te laisse te présenter, ça va être le plus simple. Je suis aujourd'hui dans l'équipe de campagne de Jean-Luc, je m'occupe du Parlement de l'Union Populaire et je suis ravi d'être là parce que je suis aussi le président de l'Observatoire national de lutte contre l'extrême droite, donc je crois que c'est un sujet qu'on partage et qui nous occupe pas mal de temps et que c'est important dans la période. Clairement, on en a parlé vite fait juste avant. Est-ce que tu peux dire ce que c'est que l'Observatoire et expliquer un peu comment t'en es arrivé à l'Union Populaire et comment tu vois que l'Union Populaire pourra lutter ou le programme pourra lui permettre de lutter contre l'extrême droite. Donc l'Observatoire, c'est une structure qu'on a créée à plusieurs, je me perds dans les dates, on est en 2000, ça doit être en septembre 2020. Donc ça fait quasiment un an et demi, où on est parti du constat qu'on ne retrouvait plus dans les organisations politiques traditionnelles des endroits où on parlait spécifiquement de la lutte contre l'extrême droite, que ce soit y compris au Parti communiste français où j'étais à l'époque, chez les écolos, il n'y avait pas forcément, on parle toujours, il y a un secteur transport, il y a un secteur logement, il y a un secteur qui réfléchit sur l'international, il n'y avait pas de secteur dédié à l'extrême droite. Et y compris dans les organisations syndicales, parce que moi je suis membre de la CGT, il n'y avait pas forcément. Alors ça travaille entre organisations, mais il n'y avait pas un secteur dédié. Visa quand même. Visa, mais qui est. C'est particulier Visa, parce que c'est pas. Ils font un travail extraordinaire, et d'ailleurs on travaille avec eux et on n'est pas du tout en concurrence, c'est ce qu'on avait dit dès le départ. Mais il n'y avait pas. La CGT, elle n'avait pas une unité dédiée à ces questions-là. Et donc nous on considérait que c'était ce qui faisait un peu ras le front à l'époque par exemple. L'idée c'était remettre autour de la table des militants syndicaux, des militants politiques, des journalistes, des citoyens qui avaient envie de travailler sur ce sujet-là, à la fois sur le fond, c'est-à-dire proposer des argumentaires, déconstruire les discours d'extrême droite, déconstruire les programmes, mais aussi avoir une réponse plus massive sur les réseaux, notamment répondre sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont hyper puissants là-dessus. Ils ont des phénomènes où ils arrivent à bien communiquer et c'est comment on organise. Donc il y a à la fois le temps long et le temps court. On a depuis un conseil scientifique qui s'est mis en place avec un certain nombre d'enseignants-chercheurs qui écrivent des notes, notamment on en a publié une qui parle de l'extrême droite, mais pas en France, sur la question américaine et sur comment le vote Trump a créé un phénomène d'extrême droite, comment il a permis une libération de parole, ce qui se reproduit malheureusement des fois en France. Donc on travaille sur ça. On a notre nouveau site internet qui va être mis en place dans quelques semaines. Là, il y a des gens qui travaillent dessus. Je dois dire que là, depuis quelques mois, on est un peu en stand-by parce que tout le monde est engagé dans les campagnes, donc voilà. Mais c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et voilà, on a vu la réalité il y a quelques semaines en France où on a un joueur de rugby très célèbre pour ceux qui jouent au rugby, comme moi qui en ai fait pendant 25 ans, qui a été assassiné à Paris par un ancien militant du GUD. Donc on voit que l'extrême droite elle tue dans ce pays. Surtout que cet homme-là était dans l'entourage direct de proches de Marine Le Pen, donc il y a des liens très clairs avec l'extrême droite institutionnelle. Donc, ce mec-là, il était proche de Génération Identitaire et de choses comme ça, non aussi? Il était proche du GUD surtout. Ouais. Et il naviguait dans l'entourage d'un mec qui s'appelle Lousteau, qui était lui un proche de Marine Le Pen, qui d'ailleurs avait payé une première fois des cautions pour des gens qui avaient été accusés. Parce que ces gens-là ont déjà commis des choses, ils avaient torturé leurs propres camarades quand même. C'est quand même. On parle de gens violents, mais ils s'étaient attaqués à quelqu'un du GUD qui avait soi-disant parlé à l'extérieur et ils avaient été condamnés pour des actes de torture. Donc on parle des gens extrêmement violents. Et là, le fait qu'il soit, on n'a pas tous les éléments, mais le fait qu'il ait été arrêté à la frontière de l'Ukraine, c'est qu'il y a aussi des réseaux qui permettent à ce que ces gens-là circulent rapidement et puissent s'échapper, parce que déjà, c'est pas évident de faire ce trajet-là en peu de temps. En période de guerre, aujourd'hui, où on a des frontières qui sont sécurisées, fermées, où tout le monde est regardé, il y a des complicités. Ça, c'est un peu le rôle de l'Observatoire, voilà. Et l'idée, c'est qu'on arrive à le décliner en territoire pour avoir des structures locales, parce que ceux qui connaissent le mieux l'extrême droite, c'est celles et ceux qui sont en contact, qui voient ce qui se passe dans les territoires. Nous, on n'a pas le regard très précis sur ce qui se passe à Lyon, ce qui se passe au Mans, dans des villes où ça commence à s'implanter de plus en plus. Nous, on a des infos qui nous remontent, on essaye de les traiter, y compris au niveau national. Mais moi, je suis très preneur quand des gens nous alertent en disant, mais il y a un tel commerce qui s'est ouvert, tel local, il y a tel groupuscule, dans ma fac, il y a des gens qui distribuent tel tract, parce qu'il faut les identifier, il faut savoir à qui on a affaire. Je vois qu'il y a la cartographie qui a été faite par la Horde, si je ne me trompe pas, qui est extrêmement importante, puisqu'elle montre les liens avec la droite et l'extrême droite, les médias, tout ça c'est très important. Parce que pour combattre nos adversaires, il faut savoir qui ils sont, d'où ils viennent. Il y a la question du financement qui est plus difficile aujourd'hui à étudier, mais qui est le nerf de la guerre. Et ta deuxième question, c'est pourquoi l'Union Populaire et pourquoi il peut être un élément qui lutte contre l'extrême droite. D'abord parce qu'on a accepté de les affronter sur le débat des idées. Ça n'a pas fait consensus dans la gauche française, le fait d'aller débattre avec Éric Zemmour. On avait accusé Jean-Luc Mélenchon de donner de l'audience à cette personne-là. Bon, je crois que celles et ceux qui ont participé à donner de l'audience à Zemmour, c'est plutôt CNews, par 1 heure de temps d'antenne tous les soirs, que Jean-Luc Mélenchon qui a débattu 2 fois avec lui. Mais on avait raison d'affronter ces gens-là dans les débats.
Et je rappelle souvent une chose, en 1904, Jaurès, quand il était calomnié par l'extrême droite, il acceptait de débattre avec eux pour dire je suis salé par ces gens-là, je n'accepterai jamais de les laisser tranquilles. Et aujourd'hui, je crois que ce sur quoi l'extrême droite prospère, c'est la misère des gens, c'est la souffrance, c'est l'individualisation de la société. Leur objectif, c'est de dresser les gens les uns contre les autres. Et d'ailleurs, on le voit, quand on étudie les chiffres, par exemple, du vote d'extrême droite dans les entreprises, c'est beaucoup plus important quand il n'y a pas d'organisation syndicale, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que quand il y a un syndicat. Parce que les salariés, ils sont organisés, parce qu'ils parlent entre eux, parce qu'ils réfléchissent collectivement, et ils ne sont pas dans leur bulle isolée, en montrant du doigt le voisin qui gagne 50 € de plus qu'eux et qui pense que c'est leur ennemi parce qu'il a une couleur de peau différente ou qu'il vient d'ailleurs. Donc nous, l'objectif d'envoyer Jean-Luc Mélenchon au second tour et de gagner cette élection, c'est aussi d'avoir un horizon heureux, des perspectives d'émancipation qui fassent que voilà, l'intérêt général, l'intérêt de tous, il peut être aujourd'hui créé dans ce pays et que c'est pas, pour grossir le trait exprès, c'est pas les immigrés, c'est pas les arabes, c'est pas les musulmans qui sont aujourd'hui responsables de ce qui se passe dans le pays, c'est pas eux qui sont responsables si les Françaises et les Français, s'il y a des millions de chômeurs, s'il y a une précarité extrême, c'est celles et ceux qui nous gouvernent, celles et ceux qui assèchent les richesses. Et aujourd'hui, l'extrême droite, justement, elle détourne l'attention de ces combats-là, parce que c'est un parti qui est ultra-libéral, elle montre du doigt une certaine catégorie de la population, et donc il faut sortir de ça, et il faut se rassembler, et je crois qu'avec des horizons heureux, c'est ce qui permettra de dépasser là, parce que s'il n'y a plus de misère, s'il y a des services publics, s'il y a une richesse qui est partagée, des salaires décents, des conditions d'éducation de qualité pour les gamins, l'extrême droite, elle n'aura plus sa place, parce qu'elle n'aura plus de terreau pour s'exprimer. À propos de la Horde, justement, ce que disait Nico à l'instant, c'était que a priori la Horde n'était pas sûre de pouvoir la refaire, cette carte, de la mettre à jour. Je te laisse expliquer. Et juste une petite boutade, du coup, c'est vous les islamo-gauchistes woke à l'université, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, hein. C'est ça. Ouais, comme je disais en fait juste avant que tu arrives, moi je me suis appuyé sur la carte de la Horde qui fait un travail tous les ans de mise à jour de des liens entre l'extrême droite, mais sur leur site internet en fait la Horde explique que c'est peut-être la dernière année qu'ils vont pouvoir faire ce travail parce que les groupes sont tellement en train de s'éclater en fait et de disparaître un petit peu dans les méandres, dans le maquis un petit peu politique. Du coup ils sont pas très sûrs de pouvoir faire encore ce travail, d'où l'importance du travail de terrain, comme tu le disais, du travail que font les collectifs militants sur le terrain. Je pense notamment, enfin, ce qui est plus, je pense notamment à la Jeune Garde, qui fait plus un travail d'action, mais qui a également un travail d'identification des personnes qui sont sur le terrain, qui sont sur Lyon, sur Strasbourg, Paris. Il y a un nouveau collectif qui s'est monté, je ne sais plus où. Lille, pardon, ouais, exact, bien vu. Et il y a d'autres. C'est en cours, mais c'est pas. Et il y a aussi d'autres groupes qui se font, voilà, qui sont pas forcément la Jeune Garde, mais qui sont des groupes un petit peu locaux. Et il y a un vrai travail très important aussi, comme tu le disais, avec le syndicalisme, parce que c'est en lien direct. On a VISA, donc le collectif de vigilance, je sais plus, le intersyndical de surveillance antifasciste, ça doit être ça, ouais, voilà, exactement. Et d'ailleurs, on salue Mac Bouture, d'ailleurs, qui c'est Piquet de grève, voilà. Aka. Conseil syndical sur Twitch. Ouais. Piquet de grève qui fait du conseil syndical sur Twitch et qui était venu pendant le premier live où on avait parlé du GDF, parler de Visa justement et de cette association là entre les syndicats et cette intersyndicale pour lutter contre l'extrême droite. Est-ce que tu veux parler de Visa peut-être un peu? C'est important ce qu'il dit que la Horde va avoir du mal à cartographier parce qu'effectivement on l'a vu avec la dissolution de Génération Identitaire et moi je pense qu'il fallait les dissoudre et que c'était une bonne décision, mais derrière à Lyon ça s'est immédiatement reformé sous un nouveau nom avec des locaux qui sont toujours ouverts. Et je le demande à chaque fois, il faut que la mairie de Lyon et les pouvoirs publics prennent des responsabilités et ferment ces locaux-là. Et on voit que ça s'est reformé à Paris, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais c'est ceux qui étaient au meeting de Zemmour qui ont fait ce qu'on a vu. Et ils se sont reconstitués sous différents noms. Moi je suis originaire du Tarn et il y a un groupe qui s'est reconstitué à Albi, d'ailleurs qui a passé à tabac de militants de la CGT il y a quelques semaines. On est aussi intervenu là-dessus, donc on voit qu'il faut tout le temps les suivre parce que ces gens-là se regroupent et ils se cachent de plus en plus ou ils sont avec des prête-noms et tout ça. Donc c'est le travail des collectifs de proximité, il est essentiel parce qu'il faut qu'on arrive à mesurer aujourd'hui quel est leur degré de dangerosité, qui sont les gens qui sont à leur tête, parce qu'on sait aussi que c'est des viviers pour l'extrême droite politique.
Si on prend aujourd'hui les anciens cadres de Génération Identitaire, pour parler d'eux, qui était quand même le mouvement le plus célèbre, je vois sous les yeux Philippe Vardon et Damien Rieu, ce sont des gens qui sont passés par les identitaires et qui aujourd'hui ont des responsabilités politiques. Philippe Vardon est conseiller régional, au moment où Damien Rieu était attaché parlementaire d'un député du Rassemblement au Parlement européen, il a basculé chez Éric Zemmour. Donc on voit que, et quand vous prenez les cabinets, notamment à Beaucaire, où le maire est Julien Sanchez, dans son équipe, il a des gens qui ont gravité dans ces milieux-là. Donc c'est aussi connaître les gens qu'on aura en face de nous politiquement demain, qui sont passés par ces groupes-là. Et donc c'est vraiment un travail très important. Et sur Visa, Visa c'est Solidaire, FSU et CGT, si je ne me trompe pas, et qui mène un travail incroyable depuis des années. Et c'est très important parce qu'ils ont sorti notamment plusieurs brochures sur l'extrême droite au niveau municipal, si je me souviens bien, où ils ont étudié les villes et qui montrent combien, quand une mairie passe sous le bastion de l'extrême droite, c'est terrible pour les salariés en premier, parce qu'il y a une chasse aux sorcières qui est menée. Moi j'ai été les assos après aussi. Ouais, les assos. Moi j'ai écrit un livre où j'ai été dans quelques villes, notamment Hayange et Hénin-Beaumont. Et à Hénin-Beaumont, à Hayange, où le maire, qui est un ancien militant CGT d'ailleurs, ce qui est terrible, a fait une chasse incroyable au secours populaire. C'est-à-dire qu'il a envoyé la nuit des agents municipaux pour enlever l'enseigne, pour qu'elle disparaisse de l'espace public. Pour qu'on ne voie plus le logo du secours populaire, il leur a coupé l'eau et le chauffage pendant plusieurs mois. Et comme m'avait dit la responsable à l'époque, c'est pas le sud-ouest, c'est quand l'hiver ici il fait moins 15, donc là on n'a pas de chauffage. Et un jour, il s'est pointé à l'Assemblée Générale, il a dit écoutez, on peut s'arranger, donc vous faites un vote et je place quelqu'un à moi à la tête de l'association. Donc évidemment ils ont dit ça se passait pas comme ça, mais il y a une telle peur qu'à côté à Hayange, à côté du secours populaire, il y a les restos du cœur. Ils sont collés. Et les restos du cœur, ils n'ont jamais levé le petit doigt pour dénoncer ce que faisait le maire. Pas parce qu'ils sont d'accord avec lui, parce qu'en off ils apportent leur soutien et ils aident les camarades du secours pop, mais c'est qu'il y a la pression aux subventions et que le maire, tous ceux qui sortent un peu la tête, ils coupent l'aide aux assos. Donc moi j'entends souvent le discours qui dit mais laissez-les arriver aux affaires puis on verra après. C'est extrêmement dangereux parce que Hénin-Beaumont et Hayange, pour prendre ces deux exemples, ils ont été élus une première fois en 2014, en 2020 ils ont été réélus au premier tour à 70% ces gens-là dans leur commune. Donc on voit que quand on les laisse arriver aux affaires, derrière il y a des choses qui se passent petit à petit et c'est très dangereux. Donc ne banalisons jamais l'extrême droite, qu'elle soit politique ou militante d'ailleurs. Non, et puis on a, pardon, du coup mon micro sature, petit réglage de micro. Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air à peu près correct. Ouais, désolé, j'arrive avec mon micro à la main. On a aussi les exemples de Orange à l'époque. Alors je parle d'une génération qui est un peu plus ancienne, mais voilà, avec les exemples de Jacques Bompard, comme tout à fait, où on a vu toutes les coupures de subventions aussi dans le milieu de la culture, etc., et les fermetures de salles associatives qui ont pu avoir lieu dans les années, je ne dis pas trop de conneries, années 2000 à peu près. Où on voit vraiment tout le déroulé du programme de l'extrême droite, en fait, qui va vraiment assécher complètement le terreau culturel, le terreau militant, pour pouvoir s'imposer et imposer une forme d'hégémonie culturelle en fait. Bien sûr. En coupant les subventions, etc. Donc l'extrême droite est un vrai danger sur tous les terrains, à la fois sur le terrain physique avec les attaques qu'on peut avoir, comme on l'a vu avec le rugbyman il y a 2 semaines, et sur le plan politique avec toutes les attaques sur la culture, toutes les attaques sur le milieu associatif, sur le milieu caritatif également. C'est très voilà, quand on dit que l'extrême droite est un danger, c'est quelque chose de très très concret malheureusement, et c'est pour ça que c'est important d'avoir tout un vivier d'initiatives qui vont de la vulgarisation. Ouais, pardon, je suis hors cadre. Le setup est un peu short. Tout un vivier d'initiatives, comme je disais, qui vont de la vulgarisation avec ce qu'on fait sur le guide de la fachosphère, en passant par l'étude un peu plus universitaire, en passant par le travail syndical d'information, en passant par des gens qui font du clash un petit peu et qui vont un peu aller chercher les gens qui sont un peu paumés politiquement, comme le font certains vidéastes. Ça nous arrive de discuter entre nous et pas d'avoir des désaccords de forme entre nous, mais sur le fond, je pense que c'est toujours important de rappeler qu'on pousse tous dans le même sens, on est tous en lutte à notre manière
contre les idées d'extrême droite, contre l'extrême droite, contre l'implantation de l'extrême droite. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir de la communication entre les différentes initiatives. Ça me paraît important. Ce qui m'amène du coup à une forme de conclusion, une question pour toi. Tu disais, vous avez besoin de remontées d'infos locales. Comment on fait ça? Comment est-ce que chacun peut participer à ça? Et comment est-ce que vous les traitez derrière, etc. Là, on a, ce que j'ai dit tout à l'heure, on a notre nouveau site internet qui va être mis en place. Parce qu'il y a une question avec l'extrême droite sur les réseaux, c'est qu'on est souvent attaqué, ils nous bloquent les adresses mail. Quand on n'est pas hyper au point, nous on avait lancé au début une adresse Gmail, ça a été l'enfer. Voilà. Moi je suis très mauvais en numérique, donc parce que moi-même ils m'ont bloqué tous mes comptes. Enfin, ils ont été modifiés mon abonnement Canal+ dans la nuit, je me suis trouvé des factures à 3000 balles. Enfin, c'était incroyable. J'avais jamais, ils ont bloqué tous mes comptes. Bon, j'étais pas malin, j'avais le même mot de passe partout parce que j'avais trop d'adresses mail, donc j'ai tendu le bâton pour me faire battre. Mais ça permet d'apprendre. Voilà, non, mais... ça permet d'apprendre, et d'où l'importance aussi de la cybersécurité. Exactement, bien sûr. Ouais, parce que moi je suis arrivé là-dedans, j'étais totalement, je pensais que ça n'existait que quand les autres le racontaient, mais en fait non, je l'ai vécu. Mais pour répondre à ta question, on va avoir un nouveau site internet, et donc on a des formulaires, on a des éléments où les gens peuvent nous informer. Et après, nous quand on a les coordonnées des gens, on les contacte, on discute avec eux, et on voit comment à l'échelle locale ils peuvent construire des collectifs, parce que c'est ça l'idée en vérité. Et c'est pour ça que c'est important ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence entre Visa, entre l'Observatoire, entre la Horde, entre la Jeune Garde. On a tous la volonté de combattre et d'éradiquer l'extrême droite dans ce pays. On a chacun nos formes de mobilisation, on a chacun nos expressions différentes. Il y en a qui le font sur le terrain militant, d'autres politiques. Enfin voilà, tout le monde est bienvenu, et on a besoin du maximum de force sur ce sujet-là, parce qu'on a face à nous des gens qui sont organisés, violents, qui ont beaucoup d'argent, chose qui nous manque très souvent. Je rappelle souvent, mais quand je vois Génération Identitaire qui faisait des opérations avec 2 hélicoptères, pour avoir été militant d'organisation syndicale pendant très longtemps et militant politique, louer 2 hélicoptères en haut d'une montagne, on fait pas ça sur un coin de table, ça coûte pas 50 € quoi. Sans compter les amendes et les machins, mais c'est ce qu'on disait, hein. Oubliez pas, pardon, je vais faire du bourgeois bashing, de la noblesse bashing même, oubliez pas que Thaïs Descuffon, de je sais plus quoi d'ailleurs son nom complet, Thaïs Dutertre Descuffon. On est toujours sur l'action française, c'est des royalistes. Hein. Si tu n'es pas royaliste, si t'as pas un intérêt à avoir un peu de pouvoir par ce biais-là. Hein. Oui, c'est aussi pour ça que c'est important de rappeler que l'extrême droite, c'est pas le parti, c'est pas l'idéologie qui protège les gens, c'est pas l'idéologie du camp du travail ou de l'intérêt général. Ils sont aujourd'hui si peu attaqués par le système, c'est qu'ils servent le système. Enfin, Vincent Bolloré, il n'est pas d'extrême droite parce qu'il s'est réveillé le matin, je vais être d'extrême droite. Il sait que c'est un courant d'idées qui va servir ses intérêts, qui va servir les intérêts financiers, qui ne remettra pas en cause les logiques capitalistes. Donc Vincent Bolloré, le seul intérêt qu'il a, c'est qu'à la fin du mois, il y a du fric qui rentre. Et peu importe le courant politique, j'ai envie de dire aujourd'hui, il s'est saisi de celui-là parce qu'il va servir ses intérêts, et il pense qu'il y a une opportunité, et on voit qu'il y a un véritable danger dans ce pays d'extrême droite, à la fois au second tour, mais y compris d'accéder au pouvoir. Puisque les sondages, on en pense ce qu'on veut, mais aujourd'hui quand on fait des études, Macron, Le Pen, au second tour, c'est chaud, puisque le président de la République a créé aussi une telle détestation autour de lui que le barrage républicain, on en pense ce qu'on veut, mais il est sur le point d'exploser totalement. Mais il l'a dit lui-même, hein. Il l'a dit lui-même qu'il n'avait pas réussi à freiner l'extrême droite, ce qui est con quand même parce qu'il a été élu pour ça. Ouais, et puis il y a une forme... Enfin, j'ai entendu cette phrase, mais on n'a jamais connu un président de la 5ème République. Et pourtant on a eu Nicolas Sarkozy, donc c'est pour dire, mais on n'a jamais connu un président de la 5ème République qui a repris à un tel niveau la rhétorique de l'extrême droite et ses idées. Enfin, la loi séparatisme, la loi sécurité globale, la loi asile et immigration, Marine Le Pen, elle n'a pas changé une virgule quand elle a voté ces textes-là. Ah non. Et quand on a... D'où vient Darmanin? Ouais, non mais bien sûr. Et j'allais lui dire, quand Darmanin vient à la télé dire à Marine Le Pen vous êtes trop molle, et que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche dit à la télé et reconnaît le concept d'islamo-gauchisme qui n'existe pas et qui n'a pas de valeur scientifique, elle légitime, c'est par millions de voix qu'elle envoie des bulletins d'extrême droite dans l'urne. Donc ces gens, ils ont une responsabilité, ils ont joué un jeu très dangereux. Parce que Macron sait qu'il ne peut pas être élu sur son programme. Ça n'existe pas. Après 5 ans qu'on a connu, les gens le détestent à un point qu'on a rarement connu ça dans le pays. Moi, on fréquente tous des gens de cercles différents quand même. Moi, j'entends personne aujourd'hui qui me dit qu'il apprécie le président de la République, même des gens qui sont de droite en vrai. Sarko a fait ça aussi un peu. Ouais. Mais moins avec les gens de droite. Mais Macron, il a en plus, il paye aussi le bilan de la gestion des gilets jaunes. Enfin, voilà, on a quand même vu des trucs de violence inédits.
Et Sarkozy avait un mépris évidemment, mais il avait une manière de l'afficher qui était quand même moins cinglante que ça. Enfin, on n'a jamais entendu toutes les petites phrases. Si on fait l'analyse des 50 phrases qu'a sorti Macron sur les gens qui ne sont rien dans ce pays, c'est terrible quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même ça. Donc il y a un danger. Donc c'est aussi pour ça que le vote Jean-Luc Mélenchon, c'est le moyen de sortir l'extrême droite du jeu politique. Et c'est pas anodin, je le dis, parce qu'on a l'impression que c'est normal d'avoir Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle dans ce pays. Moi, j'ai souvent coutume de dire que je suis un enfant de 2002, où j'ai grandi quand Jean-Marie Le Pen est accédé au second tour. Je me rappelle, c'était un traumatisme dans le pays. Moi, j'étais à Agen, 30 000 habitants. Entre les deux tours, il y avait 10 000 habitants qui ont manifesté. 1 sur 3 qui étaient dans la rue. On n'avait jamais vu ça depuis la grève des retraites en 1995. Moi, j'ai le souvenir de Le Pen au second tour en 2017. Il y avait 300 personnes en République. Donc en vérité, il y a une banalisation qui est extrêmement dangereuse et il faut une résistance, il faut les éliminer. Et non, il n'y a pas de fatalité à avoir une candidate d'extrême droite au second tour de l'élection présidentielle. Donc on peut la balayer dimanche, dès le premier tour, avec un bulletin de vote, qui est celui de Jean-Luc Mélenchon, qui permet de les sortir du jeu politique. Ça ne leur mettra pas un coup d'arrêt, mais ça enverra un signal très clair que ces gens-là ne sont pas au second tour d'une élection présidentielle. Et surtout, on ne passera pas 15 jours à parler de 1, virer tous les Arabes du pays, 2, d'immigration, 3, de sécurité et 4, de laïcité. Parce que c'est ce qui nous prépare. Oui, parce que du coup, ça impose, enfin, le vote, même protestataire d'extrême droite, impose des thématiques dans le débat politique, alors que avoir un vote protestataire qui soit plus ancré à gauche, clairement avec le vote Mélenchon, ça impose d'autres thématiques qui sont justement des thématiques beaucoup plus antifascistes et beaucoup plus sociales, beaucoup plus écologistes également. On l'a vu, le temps d'antenne consacré à l'écologie sur cette campagne, c'est 3%, 2,7%. Et aujourd'hui, quand j'ai lu un papier hier ou avant-hier sur les questions d'immigration et de sécurité, c'est classé 16 ou 17e dans les préoccupations des Français. Et pourtant, pour être assez souvent sur les plateaux télé, quand on reçoit les sujets la veille ou le midi pour le soir, on est toujours surpris par les sujets qu'on nous met sur la table, parce que moi ça m'est déjà arrivé, même ils me mettaient des sujets sur des faits divers, je savais même pas de quoi ils parlaient. Enfin, tu vois, les scooters volés, des trucs qui étaient passés dans 2 brèves de presse, et je disais mais de quoi vous me parlez en fait. Il fallait que je bosse avant parce que je n'avais même pas entendu parler de ça, et pourtant je suis quand même l'actualité de près pour pouvoir répondre à peu près à tout, et ils arrivaient à me trouver des sujets j'étais sidéré. Donc ça m'est même arrivé des fois de refuser, parce que 1 c'était Zemmour, 2 c'était Le Pen, 3 c'est les suppressions des allocations aux parents de délinquants, et 4 y a-t-il un problème avec l'immigration dans ce pays quoi. J'ai dit non, tu vois, c'est pas possible quoi. Mais ils ont tellement arrivé j'ai fait une émission qui m'a marqué, c'était sur l'héritage de Gaulle, donc c'est quand même pas ma tasse de thé déjà. Donc c'était pas évident, et j'y vais. De Gaulle était-il grand ou très grand? J'y vais et ça a duré 50 minutes, et en fait on a parlé d'Éric Zemmour par rapport à De Gaulle pendant 45 minutes quoi. Oh, secours. Donc c'est terrible, parce que il y a un rouleau compresseur médiatique qui impose des thèmes à l'agenda et des sujets à l'agenda qui sont je sais pas, on fait tous du porte-à-porte et on est tous à discuter avec des gens. Moi j'entends personne en ouvrant la porte d'une famille qui me dit mon problème c'est il y a trop de voiles à l'université, il y a trop d'arabes dans ce pays, ou quand j'ai peur de me faire poignarder quand je prends le métro. On me dit j'ai pas de boulot, j'ai pas de logement, mon logement est pourri, j'arrive pas à bouffer, je paye pas ma facture d'électricité, j'ai froid chez moi quoi. Et j'ai peur pour l'avenir parce qu'il y a une anxiété sur l'écologie. On ne me parle jamais des autres sujets. Donc et j'ai peur des fachos aussi. Oui, c'est vrai. Et donc il y a ce sujet-là, et le fait d'avoir un deuxième tour où Jean-Luc Mélenchon est présent, ça permettra d'avoir un débat sur des vrais sujets, sur un vrai projet de société. Ce qui n'est pas le cas dans cette campagne. Ça a été difficile parce qu'on a un président qui ne veut pas faire campagne. On nous impose des sujets qui ne sont pas ceux des Français, donc nous on essaye de se déployer, des réunions publiques, des meetings hologrammes, on fait beaucoup de choses, et c'est aussi pour ça qu'on est aujourd'hui en capacité d'être au second tour, mais nous avons besoin d'avoir un débat démocratique apaisé sur des vrais sujets, parce que si on veut que les citoyens s'intéressent aussi à une élection et ils viennent participer, c'est parce qu'ils ont envie qu'on parle de leurs préoccupations, qu'on s'intéresse à eux, et pas qu'il y ait un espèce de jeu biaisé où on leur dit c'est déjà joué d'avance, parce que notre premier ennemi, nous à gauche, c'est la résignation politique, c'est celles et ceux qui disent tout est joué, on se déplacera pas. Moi je lance un message, déplacez-vous dans les urnes dimanche et allez voter Jean-Luc Mélenchon. Utilisez cette élection-là. La 5ème République, elle n'est pas parfaite, on va la changer. Mais il y a une élection où votre voix, elle compte autant que celle de Bernard Arnault. C'est dans l'isoloir de l'élection présidentielle, donc on a les moyens de les dégager. Ces gens-là, il faut aller voter Jean-Luc dimanche. Voilà. Magnifique conclusion. Voilà. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci. Bonne continuation. Merci. Abonnez-vous et partagez.